L'invitation de l'Institut. C'est Christelle Verjade qui très gentiment m'a dit, mais tu voudrais pas venir nous parler un peu de tes livres, de ton émission, de ton rapport à l'oralité, qu'est-ce que c'est que la lecture à haute voix, et du coup tu voudrais pas donner un exemple? Et j'ai dit Proust volontiers, et voilà. Donc je viens lire Proust, et aussi je vais rencontrer des étudiants en théâtre et en cinéma. Ma mère est russe, d'un père russe pétersbourgeois et d'une mère moitié russe, moitié géorgienne. Et malheureusement, ni ma mère ni ma grand-mère ne m'ont parlé en russe. Donc je ne parle pas. J'ai l'oreille, mais malheureusement, je ne le parle pas. Et c'est un grand regret. J'ai commencé à apprendre et c'était trop dur. J'avais pas le temps. Il faut que je le prenne. C'est la 5e fois, c'est la 4e fois que je viens à Moscou et j'étais allé à Saint-Pétersbourg une fois. À Moscou, je suis venu parce que j'ai travaillé au Bolchoï avec un chorégraphe russe qui s'appelle Alexei Ratmansky, qui maintenant est à New York, mais qui a fait un ballet, qui a chorégraphié Les Illusions perdues de Balzac et il m'a demandé de faire la dramaturgie pour lui. Alors, je n'ai pas l'idée d'un auteur au-dessus d'un autre. J'ai des œuvres qui me bouleversent. Anna Karénine, énormément. Oblomov, énormément. Un de mes poèmes préférés de Pouchkine, c'est Le Prophète, Prarokh. J'adore ce poème. Un héros de notre temps de Lermontov. Et puis, alors, Dostoïevski, j'ai plus de mal à faire le choix. Mais disons que les frères Karamazov, je crois que c'est un de mes préférés. Et les carnets de la Maison Morte. Les carnets de la Maison Morte, j'adore. Bon, mais aussi Crime et Châtiment, évidemment. Enfin, après, on peut... sinon, Turgueniev aussi, Père et Fils. J'adore Père et Fils de Turgueniev. Mais ça dépend toujours des traductions aussi. Alors, il y en a que j'ai découvert étonnamment en anglais. Ma grand-mère m'avait recommandé de faire ça. Elle m'avait dit, toi qui est bilingue, essaye de découvrir la littérature russe en anglais, c'est en général mieux traduit. Et puis, depuis qu'en France on a Markovitch, alors on peut goûter vraiment à une langue sublime. Je pense notamment à tout Dostoïevski qui l'a traduit et Eugène Onegin qui l'a traduit en vers. Ça, c'est remarquable. Alors, je choisis souvent les auteurs et ensuite les textes, à moins de m'en souvenir et de dire « Oh, il y a tel passage que j'adore, il y a tel passage que j'adore ». Sinon, ce sont les assistantes de l'émission qui font la sélection. Mais en faisant attention au rythme, à ce qui est un peu de théâtralité, des dialogues, à ce qui est des... Voilà, et qu'en même temps, on suive un fil, sans pour autant tout dévoiler. C'est un vrai boulot éditorial qu'elles font. Raconter des histoires. Alors jusqu'à présent, c'était beaucoup plus en les incarnant qu'en les mettant en scène ou quand... maintenant, ça se partage, ça se divise en deux, je dirais. Je joue moins qu'avant. Enfin non, je joue beaucoup, mais j'ai moins besoin de jouer qu'avant. Disons que quand l'ambiance est bonne et que c'est calme, et qu'en même temps on cherche profondément, en créant du présent, ça c'est vraiment ce que je préfère, que ce soit au cinéma, au théâtre, à la radio. Quand le prisme est le même pour toute l'équipe, quand tout d'un coup on sent que on est tous sur le même moment de présent, ça j'aime énormément. Je ne crois pas tellement au hasard, mais après le déterminisme, aucun de mes frères ni ma sœur n'ont fait ce métier. J'ai décidé de faire ce métier le jour de la mort de ma cousine parce que le jour de sa mort, elle avait 20 ans, je me suis rendu compte de la chance que j'avais et que je trouve ça très important d'être conscient de la chance qu'on a. Ça me fait penser à un ami qui était à l'école primaire avec moi et qui est devenu moine orthodoxe. Et le jour où il a été ordonné prêtre, l'archevêque lui a dit « Ne te considère pas comme un maître de la foi, mais plutôt comme un serviteur de la joie. » C'est plus comme ça que je l'entends. Souvent la compréhension du texte.
des textes que je trouve un peu ardus, ou dès que je les dis à voix haute, ça me semble évident. J'ai eu ça avec Proust, j'ai eu ça avec Joyce, par exemple, Ulysse de Joyce. J'ai jamais réussi à le lire, et en le lisant à voix haute, c'était une évidence. J'entendais les différences d'accent, je comprenais la différence d'un chapitre à l'autre, je ressentais l'architecture de l'œuvre qui est tellement impressionnante et presque épouvantable quand on la lit comme ça. Et à voix haute, c'était une évidence. Non, j'ai lu en anglais, c'est plus difficile, j'ai moins de voix en anglais. En français, j'y pense même pas. Ma voix module selon le personnage avec une liberté totale. En anglais, j'ai moins de practice. C'est un peu monochrome, pas monochrome, mais il y a moins de couleurs. La palette est moins large parce que je pratique pas assez. Je peux jouer en anglais un peu. Oh, énormément de choses. Vous avez du temps? La langue française. La langue française, c'est la langue de la liberté parce que c'est la seule langue au monde où l'accent tonique est libre de choix. Mais en même temps, cette liberté fait que ça devient de fait une langue d'interprétation. On est obligé d'interpréter avant de la dire. Pour la dire, on l'interprète, puisqu'on décide de où on va mettre l'accent tonique, donc finalement quel sens on veut donner. Ce qui n'est pas le cas dans les autres langues. Ce qui fait que le français est plus compliqué à incarner. Il s'interprète plus qu'il ne s'incarne. C'est compliqué. D'où peut-être aussi notre théâtre classique reposant sur les 3 unités de temps, de lieu et d'action. C'est avant tout l'interprétation du texte plutôt que son incarnation. D'où ce qui explique peut-être pourquoi on a des acteurs qui ont des très belles voix, mais on n'a pas de très beau physique. On n'a pas de grand physique. On n'est pas comme dans le théâtre russe ou anglais, je pense à Shakespeare, obligé de signifier au spectateur en 2 secondes qu'on passe d'un palais à un champ de bataille avec notre corps. Parce qu'on ne change pas de lieu, on reste dans l'antichambre toute la pièce. Il n'y a pas tellement d'action, il n'y en a qu'une. Ça fait que, mais c'est en même temps une langue d'une grande liberté, puisque cet accent tonique est libre de choix. Alors, ça dépend peut-être du niveau. Des auteurs qui écrivent très simplement, qui sont dénués de toute pompe. Albert Camus, qui est d'une simplicité, d'une humanité, enfin, qui est aussi simple qu'il est humain. Saint-Exupéry. Je pense à tous ces auteurs de cette génération, Romain Gary, Joseph Kessel, sont des merveilleux auteurs. Mais bon, c'est quand même, il faut avoir un certain niveau. Pour les débutants, ma foi, Saint-Exupéry, quand même, Le Petit Prince, c'est quand même... mais même Vol de nuit, peut-être pas Lettre à un otage, mais Vol de nuit, c'est possible. Essayez de trouver des histoires amusantes, parce que c'est tellement rire en lisant est un des plus grands plaisirs du monde. Et sinon, les bandes dessinées, les livres graphiques, c'est formidable, parce qu'on apprend en fait les mots sans s'en rendre compte presque. Les livres graphiques, ça c'est très très bien, les BD. Alors il y a une BD remarquable de Proust d'ailleurs, mais bon, c'est un peu... Mais Astérix, c'est très gaulois, il faut faire attention. Mais il y a des bandes dessinées comme ça, des histoires en BD qui sont formidables. Ça, c'est un très bon moyen d'apprendre. Là, je joue en ce moment Les Damnés. Nous jouons Les Damnés à la Comédie Française. Je répète La vie de Galilée de Brecht, que met en scène Éric Ruff, l'administrateur, dans lequel je vais jouer le pape, en toute simplicité, en juin. Et puis juillet. Et là, je vais répéter aussi Le Malade imaginaire, le rôle d'Argan, que je vais jouer tout l'automne en tournée, principalement en région parisienne, mais un peu en province. Et puis en avril, à Paris, à partir d'avril 2020. Et sinon, au cinéma, j'ai un projet de long métrage anglais, en anglais, qui est une commande, qui est l'adaptation d'une pièce sur le traumatisme ukrainien, qui est un mélo magnifique. Et sinon, j'ai décidé de me lancer dans une aventure assez folle, qui est d'adapter La Recherche du temps perdu en série télé, que je placerai dans les années 70, 80 et 90,
1970, 80, 90, c'est-à-dire notre monde d'hier à nous. Voilà, avant que le temps ne s'accélère par le numérique. Des mots en russe. Духовно жаждаю томим, в пустыне мрачной я влачился. И шестикрылый Серафим на перепутье мне явился. Et on va arrêter là-dessus.